Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Monnier en compagnie de Claude Lafleur et Laurent Runigo. Aujourd'hui nous reprenons le fil de l'actualité que nous avons entamé avec les balados 155 et 156, l'actualité sur le vif diffusée en avril et mai dernier. Et comme nous le rapportions alors, nous vivons en ce moment une époque d'incertitude et de grande confusion, Claude. Absolument, hein. L'époque dans laquelle on est plongé, c'est évidemment dû au retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et surtout, je dirais, à sa présidence qui est faite d'improvisation, de confrontation, de menaces incessantes, je dirais aussi de non-respect de tout ce qui est normes et règles internationales. En fait, on vit une période un peu particulière où nul ne sait trop à quoi s'en tenir, particulièrement à quoi s'en tenir par rapport aux États-Unis. Il faut savoir aussi, hein, je ne sais pas si vous suivez de très très près l'actualité, mais si c'est pas facile ce que nous on vit à l'échelle internationale, c'est nettement plus difficile pour les Américains qui au quotidien vivent, j'oserais dire, une terrible répression causée par le Dodge et par le ICE qu'on pourrait littéralement, qui s'occupe d'intercepter les immigrants illégaux. ICE, on pourrait littéralement le comparer à la Gestapo des temps modernes. C'est pas facile ce que nous, on vit à travers le monde, mais c'est encore pire ce que les Américains vivent au quotidien. Maintenant, rassurez-vous, dans ce balado-là, on va parler de plein d'autres choses parce qu'au cours des derniers mois, il s'est passé plein d'événements intéressants. On va évidemment devoir parler des méfaits de Donald Trump et d'Elon Musk, mais ce ne sera pas le seul sujet pour la prochaine heure, rassurez-vous. Et oui, c'est aussi la confusion dans le domaine spatial, l'administration Trump menaçant de réduire considérablement les budgets de la NASA tout en augmentant substantiellement ceux de la Space Force, auquel s'ajoute le projet aussi de Dôme doré. La NASA pourrait ainsi devoir interrompre le programme Artemis après une troisième mission, réduire considérablement l'utilisation de la Station spatiale internationale et abandonner purement et simplement de nombreux projets de collaboration mondiale. Toutefois, malgré des annonces dans ce sens qui remontent à plusieurs mois maintenant, on ne sait toujours pas où s'en va le programme spatial américain. En fait, il est très pertinent de documenter ce qui se passe de ce temps-ci parce que c'est une époque, vraiment un moment tournant, je pense, dans l'histoire moderne du domaine spatial, mais aussi de ce qui se passe dans l'humanité. Parce que comme je l'ai déjà dit souvent, le spatial, ça illustre assez bien ce qui se passe à travers le monde. C'est un peu un baromètre. Ce qui se passe dans le domaine spatial, ça reflète ce qui se passe à travers le monde. On peut citer deux exemples. On a juste à penser à la guerre froide des années 1950-1960, qui a donné lieu à la course à l'espace et à la course à la Lune. Et c'est ce qu'on couvre d'ailleurs dans les 3 premiers épisodes de la conquête de l'espace. La guerre froide s'est déroulée en bonne partie dans l'espace au lieu de se confronter sur Terre. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Nous avons documenté dans les balados qui couvrent les années 2022, 2023, 2024 les conséquences de l'agression ukrainienne, de l'agression russe sur l'Ukraine dans le domaine spatial, mais ça illustre effectivement ce qui se passe à travers le monde. Donc, ce dont on parle aujourd'hui quand on parle du spatial, on parle également de comment ça se passe à travers le monde et ça jette un éclairage assez particulier comme on va le voir dans la prochaine heure. Reprenons donc notre survol de l'actualité, une actualité bouillonnante, là où nous l'avons laissée en avril dernier. Cela va nous permettre de se rappeler d'événements qui ont un temps accaparé l'actualité, mais qui sont déjà presque oubliés, comme par exemple le satellite Cosmos 482 et l'exoplanète K2-18b. Le 15 avril, on assiste à un emballement médiatique lorsqu'une équipe d'astronomes présente ce qu'elle considère comme être l'importante découverte d'un indice de vie extraterrestre. Dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, située à 124 années-lumière de nous, des astronomes affirment avoir repéré la présence d'une molécule qu'on associe sur Terre aux bactéries et au plancton des océans. Il s'agit du sulfure de diméthyle, une molécule constituée de soufre, de carbone et d'hydrogène qui dégage une odeur très désagréable. Personne n'a intérêt à affirmer prématurément que nous avons repéré la vie, de déclarer Niku Madhusudan, astronome de l'université de Cambridge, à l'origine de cette découverte. Cependant, il ajoute
que la meilleure façon d'expliquer la présence du sulfure de diméthyle est de considérer que K2-18b serait entouré par un océan chaud débordant de vie. Ce serait la première fois que l'humanité observe une biosignature sur une planète habitable, lance-t-il. Bien entendu, il n'en fallait pas plus pour que la médiasphère ne s'enflamme, même si nous sommes encore loin d'avoir repéré les extraterrestres dont on rêve tant. Mais si la planète K2-18b gravite dans la zone habitable de son étoile, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'étoiles très différentes du Soleil. En fait, il s'agit d'une naine rouge qui est 3 fois plus petite que notre Soleil. Cette planète-là fait le tour de son étoile en seulement 33 jours, c'est-à-dire qu'elle est 6 fois plus proche de son étoile que l'est la Terre du Soleil. Autrement dit, cette planète-là évolue dans un environnement très différent de celui dans lequel évolue la Terre. En fait, elle est bombardée de radiation, elle vit dans un flot de radiation nettement plus intense que ce qu'on connaît ici sur Terre. En outre, la fameuse planète K2-18b, elle est 2 fois et demi plus grosse que la Terre et elle est 8 fois et demi plus massive. C'est donc plutôt une petite Neptune qu'une planète comme la Terre. Autrement dit, là, clamer qu'on aurait découvert des indices de vie sur un monde aussi différent, c'est plutôt, on pourrait dire, présomptueux. C'est pourquoi nombre d'astronomes ont rapidement mis en doute cette prétendue découverte d'un indice de vie extraterrestre, dont Elizabeth Tasker qui s'est empressée de rediffuser l'un de ses articles publiés en 2023. Et cet article commençait par affirmer « Nous n'avons pas découvert de la vie sur K2-18b. Nous n'avons même pas découvert d'eau sur K2-18b. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que cette planète n'a pas, mais vraiment pas, d'océan. » L'astrophysicienne précise aussi que K2-18b a une densité 2 fois plus faible que celle de la Terre, 2,7 grammes par centimètre cube contre 5,5 grammes par centimètre cube pour la Terre. Il devrait par conséquent régner sur cette planète des conditions très différentes de celles que l'on retrouve ici sur Terre, conclut-elle. Par la suite, 3 analyses différentes effectuées sur les travaux de l'équipe de Niku Madhusudan ont conclu qu'on n'y retrouve aucune preuve convaincante de la présence de vie sur K2-18b. Cette affirmation est tout simplement non fondée, de résumer Louis Wellbanks, astronome à l'Université d'État de l'Arizona et auteur de l'une de ces analyses. Et comme pour rajouter un peu plus de confusion, une équipe de la NASA vient de réaliser une nouvelle série d'observations de K2-18b. Ces observations ont permis d'obtenir une image plus précise de la planète, confirmant la présence d'eau, peut-être même un océan liquide. Par contre, ces nouvelles observations n'ont pas trouvé de preuves solides de la présence de sulfure de diméthyle. De plus, l'équipe de la NASA soutient que même si ce composé se trouvait sur K2-18b, il pourrait s'être formé par simple chimie. Bref, ce qui semblait autrefois être un indice prometteur de vie, une biosignature, pourrait n'être qu'un mirage, disent ces chercheurs. Enfin, l'astronome Chris Impey, qui a dirigé un traité sur l'astrobiologie, rappelle dans un article intitulé à juste titre « Toute affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires » que 3 conditions doivent être remplies pour qu'un résultat scientifique soit considéré comme une découverte de vie extraterrestre. Tout d'abord, dit-il, l'expérience doit mesurer un taux appréciable d'un composé. Or, dans le cas de K2-18b, les chercheurs ont repéré des signaux qu'ils interprètent comme étant du sulfure de diméthyle. Si sur Terre cette molécule est associée à la présence de vie, elle peut aussi apparaître d'autres façons. Deuxièmement, la détection d'une molécule doit atteindre un niveau de mesure incontestable. Or, la plupart des scientifiques estiment que le taux de sulfure de diméthyle détecté sur K2-18b est trop faible, alors que plusieurs autres molécules pourraient créer des résultats semblables. Troisièmement, tout résultat doit être reproductible, c'est-à-dire dans ce cas-ci, être corroboré par d'autres chercheurs ou à l'aide d'autres instruments ou autres méthodes de mesure. Dans le cas de K2-18b, on doit aussi tenter de repérer d'autres molécules liées à la présence de vie, comme par exemple de l'oxygène. Sans données plus probantes, conclut l'astronome, la plupart des chercheurs mettent en doute l'affirmation d'une possibilité de vie sur K2-18b. En d'autres mots, Chris Impey lance un appel à la prudence concernant toute annonce de découverte de vie ailleurs dans l'univers,
découvertes présentes et à venir. En fait, là, lorsque dans les médias, on entend parler d'une découverte intéressante par rapport à une exoplanète et possiblement une exoplanète sur laquelle il pourrait y avoir de la vie ou des indices de vie, plus simplement, on doit porter attention à 3 facteurs assez simples. D'abord, la taille de la planète. Est-ce qu'on parle d'une planète qui est relativement de la même taille que la Terre ou on parle d'une planète beaucoup plus grosse? Or, comme on l'a vu dans le balado 143, la taille détermine tout le reste. La taille même d'un astre va faire en sorte qu'il va avoir telle ou telle caractéristique. Donc, si on parle d'une planète beaucoup plus grosse que la Terre, comme dans le cas présent, ben, on a affaire à un monde très différent du nôtre. L'autre caractéristique à prendre en compte, c'est le type d'étoile. Est-ce qu'on parle d'une planète qui gravite autour d'une étoile semblable au Soleil, du même type que le Soleil, ou d'un autre type d'étoile? Dans le cas présent, on parle d'une étoile, d'une naine rouge, donc d'une étoile beaucoup plus petite. D'ailleurs, c'est le cas de la très grande majorité des exoplanètes que l'on étudie, c'est-à-dire qu'elles gravitent autour d'étoiles naines parce que la majorité des étoiles dans notre galaxie, ce sont des étoiles naines. Et les étoiles naines présentent des caractéristiques très différentes de notre Soleil. Donc, on a affaire encore là à un monde différent. La troisième caractéristique à prendre en compte, c'est la période de révolution autour de l'étoile. Est-ce qu'on a une exoplanète qui fait le tour de son étoile à peu près en 300-400 jours comme la Terre ou au contraire qui fait son tour beaucoup plus rapidement? Tout ça pour dire que quand on parle d'une planète comme par exemple K2-18b, on parle d'un monde très différent du nôtre. Il ne faut donc pas s'imaginer que ça pourrait être une planète plus ou moins semblable à la Terre sur laquelle il y aurait une civilisation. On a affaire à un monde très différent. Soulignons un autre détail. Quand on parle des exoplanètes, par exemple, celle-ci se trouve à 124 années-lumière de nous. On parle d'exoplanètes qui se trouvent dans notre galaxie. En fait, toutes les exoplanètes qu'on étudie sont dans notre galaxie. On n'est pas en mesure de détecter des exoplanètes dans les autres galaxies. Donc, on parle de planètes on parle toujours de possibilités de vie dans notre galaxie et pas dans l'univers. Maintenant, 124 années-lumière, c'est à la fois proche et loin. C'est proche au sens où la galaxie mesure 100 000 années-lumière, donc une exoplanète qui se trouve à 124 années-lumière, c'est très très proche de nous, c'est dans notre banlieue. Par contre, c'est loin. Supposons, imaginons pour le plaisir qu'il y aurait une civilisation sur cette planète-là avec laquelle on pourrait communiquer, on pourrait échanger par ondes radio. Ça voudrait dire qu'envoyer un message sur cette planète-là, vers cette planète-là, prendrait 124 années pour s'y rendre. Et si jamais il nous répondait, ça prendrait 124 autres années pour recevoir la réponse. Donc, il s'écoulerait 250 ans avant de pouvoir échanger un premier message. Ça illustre un peu le fait à quel point notre galaxie est vaste. C'est une exoplanète voisine de nous, mais même si elle est voisine de nous, les distances sont déjà considérables. L'autre chose qui est vraiment à tenir compte, c'est que la planète évolue vraiment dans des conditions très différentes de nous, ce qui fait que si jamais il y avait des conditions de vie, ça serait une vie très, très différente de nous. Fait qu'il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions lorsqu'on parle d'une planète sur laquelle on aurait retrouvé des indices de vie, ce qui ne semble pas être le cas présentement, parce que si c'était le cas, on parle de mondes très, très différents de nous, donc possiblement de formes de vie très, très différentes de nous. Les extraterrestres auxquels on rêve, là, les petits bonhommes verts là, qui ressemblent plus ou moins à nous, là, ça ne semble pas être le cas sur des mondes aussi différents. Il faudrait trouver une planète qui aurait relativement la taille de la Terre, qui graviterait autour d'une étoile du même type que le Soleil, à une distance comparable à celle de la Terre, donc une période de révolution de l'ordre de 300-400 jours. Jusqu'à date, on n'a jamais rencontré ce genre de monde-là, mais à chaque fois qu'on en parle dans les médias, portez attention sur de quel type de planète on parle, de quel type d'étoile, c'est quoi sa période de révolution. On est loin d'avoir découvert des planètes semblables à la Terre sur lesquelles possiblement pourraient exister des indices de vie. Et il faut bien se souvenir que ça fait 30 ans seulement qu'on a commencé à découvrir des exoplanètes, donc ce serait bizarre que tout de suite on tombe sur la bonne. Il nous faudra encore un peu de temps. C'est ça. C'est juste que moi, quand je vois les médias qui s'enflamment en disant « On a découvert de la vie sur une exoplanète », je regarde, par exemple, K2-18b, le matin même où j'ai vu la nouvelle, je me dis « Ouais, mais on a affaire à un monde totalement différent du nôtre, donc ne sautons pas trop vite aux conclusions. »
C'est ça. Incidemment, Florent, on va souligner dans quelques semaines le 30e anniversaire de la découverte de la première exoplanète. C'est un prochain balado. Bon, c'est pas le prochain, mais c'est un prochain balado. Début mai, on nous annonce la retombée sur Terre d'une capsule soviétique lancée en mars 1972 et qui avait pour mission de se poser sur Vénus, mais ça n'est pas arrivé. Comme on le raconte dans le balado 87, l'année 1972, première partie, les Soviétiques, à l'époque, avaient lancé 2 sondes en direction de Vénus. La première sonde, Vénéra 8, s'était posée sur la planète, ce qui est un exploit étant donné les conditions d'enfer qui règnent sur cette planète-là, tandis que la deuxième sonde était demeurée coincée en orbite terrestre. Et les Soviétiques, comme toujours, ils voulaient cacher leur échec, donc ils n'ont pas dit qu'ils avaient raté le lancement d'une sonde. Ils ont dit non, le fameux engin spatial, c'est tout simplement un satellite Cosmos, le satellite Cosmos 482 qui disait-il, était un banal satellite scientifique qui étudie l'environnement spatial. Mais évidemment, à l'époque, on n'était pas dupes. On savait que c'était une sonde destinée à Vénus qui était restée coincée en orbite autour de la Terre. C'est ainsi que depuis 53 ans, les réseaux de surveillance de tout ce qui gravite autour de la Terre suivent l'évolution de ce cosmos qui perd naturellement de l'altitude. On s'attendait donc au début de mai à ce qu'il retombe dans l'atmosphère comme le font chaque semaine de vieux satellites et étages de fusées qui se consument sans laisser de traces. Toutefois, dans ce cas-ci, il s'agit d'une capsule conçue pour survivre à la rentrée de l'atmosphère vénusienne, une atmosphère 100 fois plus dense que la nôtre. On s'attendait donc à ce qu'elle traverse sans problème notre atmosphère pour parvenir jusqu'au sol. Atterrissage comme prévu sur une planète, mais pas la bonne, et avec 53 ans de retard, pouvait-on lire. La question qui se posait alors, cette capsule risque-t-elle de causer des dommages, sinon même de faire des victimes au sol? Où et quand allait-elle retomber? Ce fut l'occasion pour les médias de parler encore une fois des dangers, des déchets qui gravitent en orbite autour de la Terre, le déchets qui parfois nous menaceraient, qui sont possiblement dangereux. Tant qu'à nous, on vous propose d'écouter l'un de nos premiers balados, le balado numéro 9 qu'on a diffusé en 2018 et qui en parle véritablement de ce qu'on doit penser des fameux déchets de l'espace. Dans le cas du Cosmos 482, on pouvait se demander, est-ce qu'on a vraiment des risques? Est-ce qu'on a vraiment raison de craindre que ce satellite-là pourrait causer des dommages, peut-être même faire des victimes au sol? Il faut savoir que la capsule en question, qui devait rentrer sur Terre, on pourrait la comparer à un boulet de canon qui pesait 500 kg et qui mesurait 1 mètre de diamètre. Ce boulet de canon-là pouvait tomber n'importe où sur Terre entre le 52e parallèle nord et le 52e parallèle sud, pour l'essentiel, les régions habitées de la planète Terre. Sauf que si vous regardez sur un globe terrestre qu'il y a entre le 52e parallèle nord et sud, vous allez voir qu'en grande partie, ce sont les océans. C'est aussi au niveau terrestre, c'est des régions très peu peuplées. Il y a des régions désertiques, on pense au désert du Sahara, par exemple, des régions de forêt, la forêt amazonienne, il y a des chaînes de montage. Autrement dit, même si c'est là que l'essentiel de l'humanité habite, entre le 52e parallèle nord et sud, c'est quand même des régions où il y a aussi beaucoup de zones désertiques. Bref, si on imagine qu'un boulet de canon devait s'abattre sur Terre quelque part entre le 52e parallèle nord et sud, un boulet de canon qui mesure 1 mètre de diamètre, il faudrait être terriblement malchanceux pour être percuté par ce fameux boulet de canon-là. Bref, même si on savait que le boulet de canon, que la capsule du Cosmos 482 allait revenir sur Terre, il n'y avait pas vraiment raison de s'inquiéter, malgré ce que nous en disaient parfois certains médias. Et le fait est qu'au matin du 10 mai, cette capsule à finalité vénusienne a effectué sa rentrée dans l'atmosphère, probablement au-dessus de l'océan Indien, mais personne ne l'a vue et encore moins retrouvée. Parlant d'objets bizarres et extraterrestres, on vient de repérer un astre pour le moins particulier, une 3e comète interstellaire. Il s'agit d'un corps céleste venu de l'espace lointain et qui traverse en ce moment notre système solaire.
On pourrait qualifier cet objet de visiteur extraterrestre, puisqu'il s'est probablement formé autour d'une autre étoile. Il s'agit du 3e astre de ce type qu'on a repéré à ce jour, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. L'arrivée inopinée d'une première comète interstellaire, Oumuamua, a fait dire à certains qu'il pouvait s'agir d'un vaisseau extraterrestre. Pour référence, le livre d'Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Rama. Le nouveau visiteur a été baptisé 3I Atlas, puisqu'il a été repéré par un ensemble de télescopes appelés Atlas. Plus simplement, on en parle aussi comme de la comète Atlas. Ces visiteurs extraterrestres traversent le système solaire à vive allure. C'est d'ailleurs de cette façon-là qu'on les identifie, c'est-à-dire qu'ils se déplacent beaucoup plus rapidement que n'importe quel corps céleste qui gravite autour du Soleil ou autour d'une planète. Dans le cas de la comète Atlas, elle se déplace à plus de 200 000 km à l'heure et sa vitesse augmente au fur et à mesure qu'elle se rapproche du Soleil. Donc, c'est comme ça que les astronomes se disent, un objet comme la comète Atlas ou les deux autres vont tellement rapidement que c'est sûr que ce ne sont pas des astres qui appartiennent au système solaire, ils viennent de l'extérieur. C'est de cette façon-là qu'on est absolument certain que ce ne sont pas des objets de notre petit coin d'univers. En conséquence, on imagine que les 3 visiteurs interstellaires repérés à ce jour sont des comètes qui se sont formées autour d'autres étoiles et qu'un jour elles ont été expulsées à la suite d'une interaction gravitationnelle, comme le passage d'une étoile dans le voisinage de leur système stellaire. Puis après avoir dérivé durant un temps inestimable, ces comètes finissent par traverser par hasard le système solaire avant de poursuivre leur course à travers la galaxie. D'après sa trajectoire, 3I Atlas semble provenir du centre de la galaxie. Elle devrait s'approcher de la Terre, tout est relatif toutefois, à 160 millions de kilomètres en décembre prochain. Et d'ici là, les télescopes du monde entier vont l'étudier, tentant d'établir sa taille, ses formes, sa couleur et sa nature. On peut imaginer que de tels visiteurs extrasolaires ont toujours existé, il y a toujours eu ce genre de visite-là, mais ce n'est que depuis quelques années seulement qu'on est en mesure de les repérer parce qu'on s'est doté de télescopes capables de les observer. Ce serait extraordinaire, extraordinairement intéressant de pouvoir étudier de près ces objets-là et même, qui sait, d'aller chercher de la matière pour ramener sur Terre. Ce serait même toute une aubaine. On obtiendrait de la matière qui vient d'un autre système solaire, qui vient des confins de notre galaxie. Ce serait formidable. Sauf que ces objets-là se déplacent si rapidement qu'on les voit arriver à la dernière minute. On n'a pas le temps de lancer une sonde en leur direction. Et ils se déplacent tellement rapidement qu'on n'a pas la technologie nécessaire pour les intercepter. Qui sait si dans un siècle ou deux, on n'aura pas les technologies nécessaires pour que lorsqu'on voit s'approcher un tel objet, de l'intercepter et d'en apprendre beaucoup plus sur les autres systèmes stellaires. Le passage de ce genre d'objets extraterrestres, extra-système solaire, c'est quelque chose que personne n'avait envisagé jusqu'à récemment. On n'imaginait pas peut-être comme ça qu'on pourrait recevoir de la matière en provenance de d'autres systèmes stellaires. Ça illustre un peu le fait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. On pense qu'on sait à peu près tout, sinon un certain nombre de détails, mais là, on vient découvrir tout à fait un nouveau phénomène et ça montre aussi que l'univers nous réserve encore des tas de surprises. Il y a sûrement des choses qu'on va découvrir dans 20, 30, 50 ans qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, comme lorsque nous avons commencé nos balados en 2018, on n'avait jamais imaginé qu'il y aurait des comètes interstellaires qui passeraient à travers le système solaire. C'est un phénomène qu'on a découvert dans les dernières années. C'est quand même intéressant. Et oui, c'est tout un sujet à part entière. Il y a même quelques années où on pense, c'est une théorie seulement, mais que même des météores, des astéroïdes extrasolaires ont atterri sur Terre. Alors il y a des gens qui sont à leur recherche. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin dans l'océan, souvent. C'est ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore de cailloux de ce genre avérés, mais il est certainement possible que des objets extrasolaires aient terminé leur course sur Terre durant les milliards d'années
qui se sont écoulés depuis sa naissance. Et ça soulève aussi un autre point, c'est que on pourrait très bien utiliser les sondes qui sont déjà dans l'espace et les propulser vers ces objets qui traversent notre système solaire pour aller les étudier. Mais comme tu l'as dit, on est encore un peu loin, notre technologie est encore un peu primaire pour qu'on puisse faire ça. C'est ça, parce qu'il faut savoir une chose, hein. Si l'objet se déplace à 200 000 km/h, il faudrait conférer à une de nos sondes cette vitesse-là, voilà. Ce qui est à peu près 5 ou 10 fois plus rapide que ce qu'on est capable de faire actuellement. On n'a pas... c'est comme une voiture de course qu'il faut intercepter en allant à la même vitesse. On n'est pas rendu là. Mais peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent actuellement qui vont travailler sur des engins qui vont un jour permettre de faire ce genre de mission-là. Ce serait très intéressant. L'avenir nous réserve plein de belles surprises. Et je vais juste rajouter une petite info que j'ai vue passer, mais qui concerne ce sujet. Il existe des fermes solaires qui sont des immenses champs de miroirs et qui captent l'énergie solaire la journée pour produire de l'énergie à partir de la chaleur du soleil. Et il y a un ingénieur qui a eu une idée fantastique, c'est que la nuit, vu que la station ne sert à rien, il reconfigure la station solaire pour détecter les astéroïdes ou des visiteurs interstellaires, justement. Donc, il y a tout un nouveau marché scientifique et en même temps un marché commercial qui peut s'ouvrir pour la recherche et pour utiliser toutes ces fermes solaires qui existent déjà et qui pourraient servir la nuit aussi. Absolument. Intéressant. L'humanité ne manque pas d'imagination. Non. Et pendant ce temps, plus proche de nous, l'exploration du système solaire se poursuit. C'est ainsi que le 5 juin, la sonde Hakuto Air M2 de la firme japonaise iSpace tente de se poser sur la Lune. Il s'agit de la 15e tentative d'alunissage menée depuis 2013, alors que seulement 6 ont réussi l'exploit, car se poser sur la Lune révèle toujours de l'exploit. Ça peut paraître surprenant, mais effectivement, même s'il y a 50 ans, on envoyait des astronautes sur la Lune, c'est toujours difficile de se poser sur la Lune. On le voit d'ailleurs d'après les statistiques. Ce qui est ailleurs, quand j'écoutais la transmission en direct de l'alunissage de la sonde Hakuto Air, j'étais toujours un peu surpris d'entendre l'entreprise qui se présente comme une entreprise capable de transporter de façon fiable des instruments sur la Lune, alors qu'elle avait raté sa première mission Hakuto M1, qui s'était écrasé sur la Lune en avril 2023, comme on en parle d'ailleurs dans le balado, je pense que c'est le balado 147 plutôt. Donc, c'est pas facile d'aller sur la Lune, et quand on parle qu'une entreprise offre des services de transport fiables, ça me fait grincer un peu des dents parce qu'on n'en est malheureusement pas là. Hakuto Air M2 vise à allunir au centre de la mer du Froid, Mare Frigoris, située dans la portion nord-est de la face visible de la Lune. Elle emporte avec elle un mini-astromobile baptisé Tenacious et développé par iSpace. Celui-ci a pour mission d'explorer les environs du site lunaire et de prélever du sol lunaire qui sera ensuite vendu à la NASA au coût de $5 000. Cette transaction a uniquement pour but que de créer un précédent, c'est-à-dire de tester la légalité de vendre du minerai lunaire, ce qui est interdit par les traités internationaux. Ceci stipule en effet que nul ne peut s'approprier un astre, ni même une parcelle de territoire de celui-ci, ni non plus la matière de tout corps céleste. C'est dire que ces traités interdisent l'exploitation commerciale du sol lunaire comme de celui des astéroïdes ou de tout autre astre. Pour raconter un peu comment les choses se sont passées, comment je les ai vues en direct, on était le 5 juin et comme prévu, la sonde a amorcé sa descente vers la Lune, une descente qui devait prendre à peu près 1 heure à partir de son orbite à 100 km d'altitude. Et nous, sur nos écrans, ce qu'on voyait, évidemment, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de caméra qui nous montre ce qui se passe, mais on avait un tableau de bord qui nous montrait à quelle altitude se trouvait la sonde, à quelle vitesse elle évoluait, combien de temps restait-il avant l'alunissage. On voyait aussi la trajectoire prévue que devait suivre la sonde et la trajectoire que suivait en effet la sonde. Et durant la dernière demi-heure qu'ils nous ont montré, tout semblait bien se dérouler jusqu'à 1 minute et 45 secondes avant l'alunissage prévu. À ce moment-là, on voyait sur le tableau de bord, de façon étonnante, que la sonde se trouvait à 57 mètres d'altitude. On n'était vraiment pas loin.
mais qu'elle filait à 187 km/h. Donc, beaucoup trop vite pour se poser, parce qu'à cette vitesse-là, on est à une fraction de seconde de se poser sur la Lune. Et puis, 3 secondes plus tard, sur le tableau indicateur, on voyait que la sonde était à moins 213 mètres d'altitude, donc sous le sol lunaire, et que sa vitesse était de 0. Donc, on avait l'indication que la sonde s'était peut-être déjà écrasée. Et puis, plus aucune donnée nous est apparue sur le tableau. Et pourtant, les gens de l'entreprise disaient, écoutez, inquiétez-vous pas, tout est normal, c'est juste une perte de communication. La sonde s'est probablement posée de façon automatique, on va rétablir le contact. Maintenant, les minutes se sont mis à s'égrener, on n'avait pas de signal. eSpace nous disait, nos contrôleurs tentent de rétablir les communications. Maintenant, les minutes passaient, on devait tous se rendre à l'évidence que probablement qu'il y a eu un échec, mais on n'avait pas la confirmation. Et d'ailleurs, eSpace a mis fin à sa diffusion en direct 25 minutes après le moment prévu de l'atterrissage, sans trop qu'on sache ce qui s'était passé. Autrement dit, est-ce que la sonde s'était posée, mais on avait simplement un problème de communication, ou bien on avait malheureusement assisté à un écrasement? C'était la chose auquel on pouvait penser. Moi, c'est ce que je pensais à l'époque, mais on n'avait pas à ce moment-là la confirmation par l'entreprise. Ce n'est que 5 heures plus tard, dans un communiqué, que l'entreprise confirme que, compte tenu des circonstances, on suppose que la sonde a probablement effectué un atterrissage brutal. Nous venions hélas d'assister à un 6e échec d'alunissage en 15 tentatives. Pas facile d'établir un transport lunaire fiable. Entre-temps, le 28 mai, la Chine entreprend sa 2e mission d'exploration planétaire Tianwen-2, qui a pour but de récolter des échantillons d'un astéroïde et d'étudier ensuite une mystérieuse comète. En fait, on peut rappeler que la première mission, Tianwen, visait la planète Mars. C'est-à-dire qu'en 2022, les Chinois ont lancé donc une sonde Tianwen-1 qui s'est d'abord placée en orbite autour de Mars. Et puis, cette sonde-là a largué un atterrisseur qui est allé se poser sur la planète Mars et qui a réussi son atterrissage. Et une fois au sol, la sonde a déposé un petit astromobile qui s'est promené sur la surface de Mars. Autrement dit, les Chinois venaient de réussir du premier coup ce que seuls les Américains ont réussi à faire. Et les Américains ont dû s'y prendre à plusieurs reprises pour à la fois se placer en orbite autour de Mars, se poser sur la planète Mars et y déposer un petit véhicule d'exploration. Les Chinois venaient de réussir un très bel exploit du premier coup. Dans ce cas-ci, Tianwen-2 se dirige vers l'astéroïde Kamo-Walema, l'un des plus petits corps célestes jamais visités, puisqu'il fait moins d'une centaine de mètres. Il s'agit d'un astéroïde géocroiseur, c'est-à-dire que son orbite croise celle de la Terre. Tianwen-2 a rendez-vous avec Kamo-Walema en juillet 2026. Elle passera 7 mois à l'étudier avant de prélever des échantillons qu'elle nous livrera sur Terre fin 2027. L'analyse de ceux-ci pourrait révéler la nature et l'origine de l'astéroïde, dont on pense qu'il pourrait s'agir d'un fragment de la Lune projeté dans l'espace à la suite d'une violente collision. Les Chinois, qui ont déjà rapporté sur Terre des échantillons des faces visibles et cachées de la Lune, sont particulièrement intéressés de comparer ceux-ci avec des parcelles de Kamo-Walema. L'un des grands défis de la mission Tianwen-2 va être d'aller récolter des échantillons à la surface d'un astre qui est tout simplement un gros rocher qui mesure quelques dizaines de mètres de diamètre. On ne sait même pas la forme. On ne sait même pas est-ce qu'il est plus ou moins de forme ovale, sphérique, ou c'est un gros rocher. Et évidemment, sur un petit astre comme ça, il n'y a pratiquement pas de force de gravité. Ça veut dire qu'au moment où la sonde va tenter d'atterrir, elle pourrait très, très, très facilement rebondir dans l'espace. Et peut-être même que le simple fait de gratter le sol pour ramasser des échantillons pourrait la faire décoller, là. En fait, on ne devrait peut-être pas dire que la sonde va atterrir sur l'astéroïde, mais elle va plutôt s'arrimer à l'astéroïde, comme quand 2 engins spatiaux s'arriment dans l'espace. Ça veut donc dire que pour parvenir au sol de l'astéroïde, il va peut-être falloir que la sonde s'agrippe après le sol. Mais là, une difficulté que les Chinois ont, c'est qu'on ne sait pas la nature du sol. Est-ce que c'est un sol très, très friable? Est-ce que c'est un sol très dur?
Et donc, il faut s'agripper à une matière dont on n'a aucune idée de la nature. Ça va demander énormément de doigté aux Chinois pour parvenir à se poser et à récolter des échantillons. Et s'ils réussissent leur mission, ça va être un exploit absolument remarquable parce que vraiment, ça ne sera pas une mission facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la sonde va d'abord se placer en orbite autour de l'astéroïde, va l'étudier pendant plusieurs mois. Les Chinois vont essayer d'en apprendre le plus possible sur la nature de l'astéroïde, sur quel serait le meilleur endroit pour s'y poser. Et ça serait intéressant à suivre. Et ça, c'est dans à peu près un an qu'on va en parler. C'est à la fin de 2026 que l'opération devrait avoir lieu, ou au début de 2027. Donc, dans un an, on va avoir une opération très intéressante à suivre. Et oui, on l'a vu dans les missions de ce type précédentes, il y a eu beaucoup de surprises sur la nature des astéroïdes et puis la capacité des sondes à manœuvrer autour d'un objet, parce que là, comme tu l'as dit, c'est un rendez-vous spatial plutôt qu'un atterrissage. Exactement. Et si on pense qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune idée à quoi ressemble l'astéroïde, on n'a aucune idée de sa forme, de sa nature. Est-ce que c'est un objet foncé? Est-ce que c'est un objet plutôt pâle? Est-ce que c'est un objet, la surface est relativement douce ou la surface est très accidentée? On n'a aucune idée de ce que c'est. Et dans un an, on va avoir à l'heure où on se parle, là, dans un an, on va avoir des photos. On va commencer à découvrir un nouveau corps céleste. Espérons, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Et puis, après avoir largué près de la Terre la capsule qui nous livrera les échantillons, Tianwen-2 se servira de l'assistance gravitationnelle de notre planète pour se propulser vers la comète 311P Pan-STARRS. Cet astre suscite la curiosité puisqu'on pense qu'il se situe à la frontière entre ce qu'est un astéroïde et une comète. La sonde mettra 6 ans pour parvenir à destination. J'imagine qu'il y a peut-être des auditeurs qui se demandent c'est quoi la différence entre un astéroïde et une comète? Ouais. C'est ce dont on va parler à ce moment-là. Rendez-vous dans quelques années. On peut peut-être rappeler, on peut peut-être aussi mentionner que les Chinois préparent une 3e mission Tianwen, dont le but, c'est de rapporter sur Terre des échantillons de la planète Mars. Cette mission-là, Tianwen 2, est prévue pour être lancée en 2028. Elle devrait se poser sur la planète Mars en 2029, puis récolter quelque chose comme 500 grammes d'échantillons de la surface martienne. Il est même question qu'il y aurait une perceuse qui prélèverait une carotte dans le sous-sol martien. Cette sonde-là va ensuite redécoller de Mars, revenir sur Terre, et tout se passe bien, on devrait avoir des échantillons en 2030. C'est une mission extrêmement complexe, c'est une mission très audacieuse, et si les Chinois parviennent à réussir cette mission-là, on peut penser que c'est quelque chose qui se compare à la mission Apollo 11. Ça va être donc très intéressant à suivre, et soit dit en passant, c'est un peu le profil d'une mission habitée quand on dit qu'on va envoyer un équipage. Ben, imaginons qu'un équipage s'envole de la Terre en 2028 et qu'il revient sur Terre en 2030 après avoir accompli un séjour sur Mars. Ça va ressembler à ça. Donc, les Chinois se préparent activement à réaliser une mission très, très audacieuse qui va être très intéressante à suivre, qu'on va probablement couvrir en temps et lieu. Et on peut s'attendre aussi à ce qu'ils doublent la mission européenne-américaine sur le retour d'échantillons qui semble dans les choux actuellement. Bon, on va en parler un peu plus tard, ça s'en vient. De son côté, la sonde européenne Solar Orbiter est parvenue à photographier pour la première fois, le pôle sud du Soleil. Depuis la Terre qui gravite autour de l'équateur, on observe clairement cet équateur, mais difficilement les pôles du Soleil étant donné notre angle de vision. Quant à la sonde Solar Orbiter, elle gravite autour du Soleil, mais sur une orbite qui fait un angle de 24 degrés. Elle est donc beaucoup mieux placée que nous pour observer les pôles. C'est pour ça que c'est la première fois qu'on obtient des photos des pôles solaires, pôles qu'on peut difficilement observer depuis la Terre. Les spécialistes sont très intéressés de voir qu'est-ce qui se passe aux pôles, étant donné qu'il est très important de comprendre le fonctionnement et les comportements du Soleil. Enfin, on sait que le Soleil, c'est notre étoile, c'est de lui dont dépend notre vie, sur Terre. C'est aussi une étoile un peu capricieuse qui parfois cause des problèmes avec nos systèmes électriques ou nos systèmes de communication par satellite, etc. Il est donc très, très important de comprendre comment fonctionne le Soleil, comment toutes les portions du Soleil fonctionnent, qu'est-ce qui se passe à la surface du Soleil et dans le Soleil.
et aussi de prédire ces comportements-là pour possiblement prendre des mesures. Si on voit qu'il y a une tempête solaire, on réorganise un peu nos systèmes de communication et ou nos systèmes électriques pour éviter des pannes majeures. Donc, c'est important de comprendre comment fonctionne tout le soleil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on demandait à des chercheurs, qu'est-ce que vous pensez que vous allez observer au pôle du soleil? Et il dit, on n'en a aucune idée parce que les pôles du soleil, c'est littéralement des terra incognita. Par ça, le chercheur faisait allusion au fait que si vous regardez un livre de géographie des années 1800, vous allez voir, par exemple, qu'il y a 150 ans ou 200 ans, on connaissait le contour des continents, par exemple le contour de l'Afrique ou des continents des Amériques, mais on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, souvent, sur les cartes, on voit qu'à l'intérieur, il n'y a rien. On voit le contour, on voit les principaux formations autour du pays, autour du continent, mais pas. L'intérieur des Amériques, l'intérieur de l'Afrique était des terra incognita, et c'est exactement ce que sont les pôles du soleil actuellement, pour lesquels on vient de recevoir les premières photos qui vont être évidemment analysées, et on va finir par comprendre certains mécanismes auxquels on n'a peut-être pas idée actuellement. Ajoutons que depuis la Terre, il est très difficile de placer une sonde sur une orbite solaire faisant un grand angle. En 1990, un équipage de navettes avait expédié la sonde européenne Ulysse vers Jupiter. Celle-ci s'était alors servie de la gravitation de la planète géante pour se propulser sur une orbite solaire faisant un angle de 79 degrés. Un record. Cette sonde fut la première à étudier les pôles solaires, mais elle ne possédait pas de caméra. Dans le cas du Solar Orbiter, elle a utilisé la gravitation de Vénus pour se placer sur une orbite inclinée à 24 degrés. La sonde Solar Orbiter va poursuivre sa mission d'observation du Soleil durant au moins 5 ans. Elle devrait même se placer sur une orbite inclinée à 33 degrés, donc éventuellement mieux voir encore les pôles qu'elle le fait actuellement. Et on devrait normalement, d'ici la fin de l'année, recevoir des images du pôle nord du Soleil. Évidemment, hein, au pôle nord, c'est drôle, si ces images-là apparaissent en décembre, peut-être qu'on va y voir que le Père Noël y passe son séjour au pôle nord du Soleil. On ne le sait pas, là. Peut-être le Père Noël s'y trouve en temps normal. Et je voudrais préciser que dans le cas d'une sonde comme ça, une sonde qui orbite autour du Soleil, pourquoi on l'a fait orbiter d'abord sur l'équateur et puis ensuite, on l'a dit à 24 degrés et tu viens de le rajouter bientôt à 33 degrés. Pourquoi on ne le met pas tout de suite à 90 degrés, par exemple, Claude? Ça demande beaucoup d'énergie. Tout dans le domaine spatial est toujours une question d'énergie. C'est-à-dire que la Terre tournant autour du Soleil à l'équateur, lancer une sonde depuis la Terre, c'est relativement facile. C'est la même inclinaison. Si vous voulez changer l'inclinaison, ça vous demande une puissance importante, beaucoup d'énergie. C'est pour ça, par exemple, que, comme Laurent vient d'expliquer, la sonde Ulysse, elle, s'était servie de la gravitation de Jupiter pour obtenir une inclinaison de 70 degrés. Dans le cas du Solar Orbiter, on s'est servi de la planète Vénus pour aller tordre la trajectoire, pour aller chercher une inclinaison de 24 degrés et éventuellement de 33 degrés. C'est toujours une question d'énergie. Peut-être que dans 100 ans ou dans 200 ans, on va avoir des formes d'énergie auxquelles on n'a pas idée actuellement, qui va dire on peut faire ce qu'on veut, mais pour l'instant, vouloir placer une sonde sur une orbite inclinée à 90 degrés autour du Soleil, on n'en a pas l'énergie. Le mieux qu'on a pu faire, c'est de se servir de Jupiter avec Ulysse, mais c'est toujours une question d'énergie. Comme tantôt, pourquoi on n'intercepte pas les fameuses comètes interstellaires? Encore là, une question d'énergie. On n'a pas la capacité de transporter ça. Peut-être qu'on les aura dans un siècle ou deux, mais pas pour l'instant. Tout est une question d'énergie. Et donc, pour Solar Orbiter, j'imagine que pour l'incliner encore plus, on va à nouveau se servir de Vénus, c'est ça? Oui, je pense que c'est de Vénus qu'on va se servir pour un autre passage près de Vénus pour tordre encore un peu plus la trajectoire. J'ouvre une parenthèse. Dans la vie, tout est une question d'énergie. Pourquoi nos autos ne volent-elles pas, comme on pensait jadis? Encore là, c'est une question d'énergie. Pourquoi ça coûte si cher aller dans l'espace? C'est une question d'énergie. Tout est une question d'énergie. Le programme spatial américain décimé.
Comment le craignait, l'administration Trump annonce le 10 avril qu'elle sabrera dans le budget de la NASA. Selon un plan budgétaire préliminaire, elle prévoit de réduire de 20% le budget total de l'agence spatiale et plus particulièrement de 50% celui alloué à la recherche scientifique. Ce plan prévoit entre autres l'annulation du télescope spatial Raman, qui est un télescope du type du télescope Hubble, mais avec un champ de vision 100 fois plus vaste. Et c'est un télescope dont le coût est estimé à 250 millions de dollars, qui est pratiquement fini de construire. Là, on prévoit son lancement au début de 2027. Donc, le télescope est presque prêt à être lancé et il est sur le point d'être abandonné. Ça serait absolument fou de faire une affaire de même. Le plan prévoit aussi l'annulation de la mission Mars Sample Return Mission, c'est-à-dire la sonde, justement, auquel faisait allusion Florent il y a quelques minutes, la sonde américano-européenne qui doit aller récupérer des échantillons sur la planète Mars, exactement comme les Chinois sont en train de le préparer. Cette mission-là est sur le point d'être abandonnée. Il faut dire une chose, les Américains ont dépassé largement les budgets alloués à cette mission-là. Ils ont pris du retard. Si jamais elle a lieu, ce ne sera pas en 2028. Autrement, on aurait assisté à une course entre la sonde chinoise et la sonde américano-européenne. Si le projet a lieu, ça va être lors de la prochaine fenêtre martienne. Et entre-temps, les Chinois auront peut-être réussi les premiers à rapporter des échantillons de la planète Mars sur Terre. Pour revenir au plan, aux coupures qu'annonce l'administration Trump, on annulerait aussi 2 sondes Da Vinci et Veritas qui doivent explorer la planète Vénus. Il faut savoir que l'Europe contribue à plusieurs de ces projets, notamment à la sonde de récupération d'échantillons de la planète Mars. Les Européens ont consacré, ils doivent fournir l'engin, la sonde qui est chargée de rapporter sur Terre les échantillons. Les Européens ont déjà consacré des centaines de millions de dollars à la préparation de cette mission-là, qui pourrait évidemment être annulée tout simplement. Comme l'ont fait remarquer plusieurs observateurs, si ce budget de la NASA devait être mis en application, les Américains cesseraient d'être les leaders dans le domaine des sciences spatiales. Ils laisseraient presque la place aux Chinois, si jamais ça devait s'avérer. Un mois plus tard, le 2 mai, le couperet s'abat également sur les grands projets de la NASA. Cette fois, la Maison-Blanche annonce que l'on mettrait fin au programme Artemis après la 3e mission. Artemis 3, c'est la mission où on devrait tenter de se poser sur la Lune, ce qui fait qu'on pourrait se retrouver que ce serait la seule et unique tentative de se poser sur la Lune. Ce budget, la Maison-Blanche ordonne aussi à la NASA de cesser la fabrication des fusées lunaires SLS et des capsules Orion. Donc, les vaisseaux qui se permettent d'aller sur la Lune. La Maison-Blanche souligne que le lancement d'une fusée SLS, fusée lunaire, coûterait à elle seule 4 milliards de dollars. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le chiffre pourrait être vrai et que le programme a déjà dépassé son budget par 140%. La Maison-Blanche dit que donc les fusées lunaires SLS et les capsules Orion seraient remplacées par des vaisseaux commerciaux qui seraient nettement moins coûteux et qui permettraient de réaliser des missions beaucoup plus ambitieuses. C'est une stratégie extrêmement risquée parce que historiquement, lorsqu'on abandonne un projet au profit d'un autre, souvent l'autre n'est jamais réalisé. On peut penser, pour prendre un exemple, il y en aurait plusieurs, là, mais pour prendre un exemple, on peut penser au programme Apollo. Quand on a abandonné le programme Apollo, c'était dans le but de développer des vaisseaux plus économiques, la navette spatiale notamment, qui permettraient de retourner sur la Lune avec beaucoup moins de frais et réaliser des missions beaucoup plus ambitieuses. C'était ce qu'on nous disait il y a 50 ans. Et évidemment, 50 ans plus tard, on attend toujours le retour d'hommes sur la Lune. Donc, lorsque vous abandonnez un projet, c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours, lorsqu'on abandonne un projet au profit d'un autre, souvent l'autre ne se réalise pas. Donc, ça pourrait être la fin de l'expédition de la Lune si jamais ce plan-là était mis en application. Oui, et puis aussi c'est intéressant ce que tu dis, parce que le programme SLS est lui-même un écho du programme de la navette spatiale. C'est une partie du matériel qui est réutilisé, c'est ça? Qui était destiné à être du matériel réutilisable, mais qui finalement n'est pas réutilisé pour ce qu'il est. Mm-hmm. Ils ont récupéré des moteurs de navette, puis ensuite ils ont dû en reconstruire d'autres. Enfin,
c'est déjà un programme à la base qui n'est pas forcément bien parti. Absolument. En fait, comme on le racontait dans un des balados sur le programme Artemis, le programme date de 2004 avec George Bush 2003, avec George Bush qui avait annoncé le retour sur la Lune pour 2020. Et depuis ce temps-là, le programme va nulle part et je comprends un peu qu'on soit là. Et quand la Maison-Blanche dit que le lancement de SLS coûte 4 milliards, je pense que le chiffre doit être pas si exagéré que ça parce que ça prend des années pour préparer une mission. Fait qu'imaginez les milliers de techniciens qui travaillent là-dessus durant des années. Ça doit coûter une fortune comme programme. C'est sûr que le programme est très, très mal parti. On annonce aussi une réduction considérable des opérations de la Station spatiale internationale. Le budget réduira la taille de l'équipage et les recherches menées à bord de la station, préparant ainsi son démantèlement d'ici 2030 et son remplacement par des stations commerciales. On stipule aussi que les recherches menées à bord d'ISS seront désormais orientées vers des programmes d'exploration de la Lune et Mars, sans préciser ce que cela signifie au juste. L'administration Trump élimine également le financement des satellites de surveillance climatique, alors même qu'on observe que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Seront ainsi supprimés plus de 55 projets en préparation ou en vol, dont les sondes Mars Odyssey et Maven, qui circulent actuellement autour de Mars, la sonde Juno en orbite autour de Jupiter, la sonde New Horizon qui explore la ceinture de Kuiper, la mission scientifique Landsat Next Earth en développement et l'observatoire à rayons X Chandra. La NASA devra également cesser ses contributions à la mission de l'astromobile martien Rosalind Franklin de l'ESA, pour laquelle elle s'était engagée à fournir des équipements et la fusée de lancement. Cette proposition budgétaire annulerait enfin le projet de station Lunar Gateway dans lequel se sont engagés à coût de dizaines voire de centaines de millions de dollars l'Europe, le Japon, le Canada et les Émirats arabes unis. Trump met ainsi fin à des ententes internationales sans aucun préavis ni consultation. Mais comme il s'agit pour l'instant que d'un projet de budget, les partenaires internationaux doivent décider s'ils continuent ou non de consacrer des sommes importantes à leur contribution, qui pourraient se poursuivre ou peut-être pas. En tout cas, ça ne va certainement pas les encourager à continuer. C'est ça. En fait, si j'étais un responsable de ces projets-là, je ne sais pas ce que je ferais. Est-ce que j'arrête immédiatement de dépenser des sommes considérables compte tenu que les Américains risquent d'abandonner le projet ou je continue de dépenser des sommes de façon totalement inutile? En fait, on ne connaît pas l'avenir, personne. Si j'étais gestionnaire, je serais vraiment mal pris. Si on fait un bilan là, de ce que propose l'administration Trump, pour ce que l'administration propose, ce serait de réduire les budgets de la NASA de 25 %. C'est-à-dire que les budgets de la NASA passeraient de 25 milliards qu'ils sont actuellement à 19 milliards. Ce qui est curieux d'ailleurs dans le fameux plan, c'est que malgré les coupures, dans ce budget de 19 milliards-là, on ajoute une somme de 1 milliard pour l'exploration de la planète Mars sans qu'on nous précise de quoi il s'agit. Est-ce qu'on parle qu'on fabriquerait de nouvelles sondes? Est-ce qu'on parle de vaisseaux habités? De quoi s'agit-il? Donc, on réduit substantiellement les budgets, mais on rajoute 1 milliard à des fins dont on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Si ce budget-là est adopté, certains observateurs font valoir que le mandat de la NASA se résumerait essentiellement à envoyer des hommes éventuellement sur la Lune et sur Mars. Tout le reste, entre autres, tout ce qui est programme scientifique serait mis au rencard. Ce serait dévastateur. En fait, ce qu'on assisterait, ce serait aux coupures les plus sévères que la NASA a vécues de son histoire et son budget serait comparable à celui de 1961 si on tient compte de l'inflation. Si le plan était mis en vigueur, ce serait absolument catastrophique pour l'agence spatiale. Et ce budget implique que l'Amérique a cessé d'être le leader mondial de l'espace et que nous sommes désormais une nation repliée sur elle-même, constate un représentant de la Planetary Society, une grande organisation fondée en 1980 par Carl Sagan afin de promouvoir l'exploration de l'espace. De son côté, la direction de la NASA, qui n'a d'autre choix que d'appliquer les directives du président, défend ces réductions budgétaires de 25%, y compris la mise à pied du tiers de son personnel, soit environ 6000 personnes, en évoquant que ces coupures s'inscrivent dans une politique plus large de réduction des dépenses gouvernementales.
Nous sommes aussi confrontés à la réalité d'une nation endettée de 36 milliards de dollars, de faire valoir un haut responsable de la NASA. C'est pourquoi nous nous devons d'œuvrer dans un contexte de restrictions budgétaires très sévères. Or, en même temps, simultanément, l'administration Trump vise à augmenter substantiellement les budgets militaires. Entre autres, les budgets de la Space Force, ça c'est la branche du Pentagone qui s'occupe des opérations spatiales et qui a justement été créée par Donald Trump en 2018. Cette agence-là, la Space Force, verrait son budget augmenter de 13 milliards de dollars, c'est-à-dire que son budget passerait de 26 à 39 milliards de dollars par année. Ce serait le double du budget de la NASA. Par ailleurs, l'administration Trump veut augmenter substantiellement le budget du Pentagone, donc du ministère de la Défense, budget qui passerait de 848 milliards de dollars à plus de 1000 milliards de dollars. Comme le faisait valoir un haut responsable du Pentagone, le président des États-Unis voulait un budget militaire qui dépassait le 100 000 milliards de dollars. C'est ce que nous avons produit pour lui. En fait, dans le fascicule qui accompagne ce balado-là, je produis un petit tableau qui montre les dépenses militaires des principaux pays. Et ce qui est important de retenir, ce que ce tableau illustre, et c'est des données officielles, là, c'est que les Américains dépensent plus en budget militaire que tous les autres pays réunis. Oui. À eux seuls, ils dépensent plus pour les programmes militaires, non pas plus que la Chine, plus que la Russie, plus que les autres pays, ça on s'y attendait, mais plus que tous les autres pays réunis. Et l'administration Trump, qui veut couper les budgets un peu partout, entre autres les budgets sociaux et les budgets de la NASA, augmente davantage le budget militaire des États-Unis. C'est effarant. Oui, quand on pense que, tu disais tout à l'heure, une fusée SLS qui n'est certainement pas la plus économique, mais chaque lancement serait de 4 milliards, un bombardier B-2 de la NASA, de l'Air Force, pardon, de l'Air Force qui a défrayé la chronique là, pour des bombardements récemment, c'est 2 milliards pièces. Exactement. Donc, c'est sans commune mesure, les budgets. C'est ça. Moi, je me suis toujours dit, si on inversait les rôles, si les Américains disaient les Chinois ont un budget militaire 10 fois supérieur au nôtre, qu'est-ce qu'ils diraient? Et s'ils se mettaient dans la peau des Chinois qui voient les Américains dépenser plus en programme militaire que tous les autres pays réunis, il y aurait de quoi s'inquiéter, mais on s'inquiète de la Chine, mais on ne s'inquiète pas des États-Unis. Tant les coupes à la NASA que les augmentations des dépenses militaires s'inscrivent dans une politique budgétaire que Trump a soumise au Congrès et qu'il a intitulé One Big Beautiful Bill. Il s'agit d'un document de 870 pages qui comporte des centaines de dispositions, dont d'importantes coupes dans les programmes sociaux et des baisses d'impôts pour les plus riches. Selon le Bureau du budget du Congrès américain, cette loi ajoutera plus de 2400 milliards de dollars aux dépenses du gouvernement fédéral au cours des 10 prochaines années. Un divorce à l'amiable? Non, une guerre d'ego. C'était à prévoir, nous allions éventuellement assister au divorce de Trump et Musk, mais personne n'aurait pu imaginer la violence avec laquelle cela allait se passer. Tous ceux et celles qui ont suivi les événements du mercredi 4 juin s'en souviendront à jamais. Tout au long de l'après-midi, on a assisté à un incroyable duel entre les deux hommes jadis inséparables. On a assisté en direct à une vraie passe d'armes, à un scénario digne du film de la guerre des roses, mais joué par deux super égaux. Situons d'abord les circonstances de ce qui allait se passer. On se rappellera qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2024, Elon Musk avait pris fait et cause pour Donald Trump, puisque ce dernier avait promis de réduire considérablement les dépenses gouvernementales, de même que les impôts. Suite à l'élection, Musk a été placé à la tête d'un nouveau département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, avec pour mandat de sabrer dans les programmes et dépenses fédérales, de couper dans le gras et de faire la chasse au gaspillage, disait-il, tâche dans laquelle il a plongé avec acharnement. Toutefois, en tant qu'employé spécial du gouvernement, Musk devait quitter ses fonctions fin mai. Son départ a d'ailleurs été souligné en grande pompe dans le bureau ovale le 30 mai, lors d'une cérémonie durant laquelle les deux bros se sont complimentés à qui mieux mieux. Trump remet à Musk une clé en or tout en le dépeignant comme une victime des affres du service public.
Il a dû subir des coups et contre-coups, ce qui est une véritable honte, de déclarer le président. Quant à Musk, il espérait demeurer ami et conseiller du président. Néanmoins, il n'est pas parvenu à réduire les dépenses fédérales de 1 000 milliards de dollars comme il s'y était engagé. Le lendemain, on a assisté à un coup de théâtre que personne n'avait vu venir. En fait, littéralement, par un beau samedi après-midi du 31 mai, je pense que je vais me souvenir toute ma vie de ce moment-là, on apprend que l'administration Trump a décidé d'annuler la nomination de Jared Isaacman à la tête de la NASA. Sa nomination devait être confirmée 3 jours plus tard par le Sénat. Pourquoi? Pourquoi l'administration Trump décide-t-elle soudainement que ce ne serait plus Jared Isaacman qui serait à la tête de la NASA? Ce qu'on apprend sur le coup, c'est que Donald Trump aurait découvert que Isaacman aurait financé la campagne électorale de certains démocrates. Évidemment, Trump, c'est un républicain. Chose qui est vraie, mais chose qu'on savait depuis des mois, que tout le monde savait que Isaacman avait fourni des fonds à des démocrates, mais aussi à des républicains. Par ailleurs, il y a des proches de Trump qui ont affirmé que c'était Elon Musk qui avait demandé à Donald Trump de placer son collègue Isaacman à la tête de la NASA. C'était ce que l'on soupçonnait, on en parlait dans les 2 premiers balados sur l'actualité sur le vif, c'était ce qu'on soupçonnait, mais qu'on avait toujours jusqu'à date nié, mais là, on nous dit, c'est Musk qui voulait avoir Isaacman à la tête de la NASA. C'est pas une grosse surprise, mais on a appris que ça serait ça qui serait arrivé. Cette décision met en furie Musk, rapporte-t-on. Celui-ci se serait plaint dans son entourage qu'après avoir consacré des centaines de millions de dollars à l'élection de Trump, voilà que la nomination de son protégé est annulée. Ce à quoi rétorque l'entourage du président que le patron de Tesla et SpaceX se soucie avant tout de ses intérêts plutôt que de ceux de la nation. Celui-ci reprend donc ses attaques contre le One Big Beautiful Bill. Sur son réseau X, Musk lance que cette politique budgétaire est une abomination répugnante, un projet qu'il qualifie de scandaleux et bourré de cadeaux politiques. Ce que les Américains appellent du gras lard. Honte à ceux qui, au Congrès, voteront pour ce projet, lance-t-il en ajoutant un avertissement en regard des élections de mi-mandat prévues pour l'automne 2026. En novembre, nous limogerons les politiciens qui ont trahi le peuple américain, écrit-il. Le lendemain, Donald Trump se dit très déçu de son ex-conseiller. En fait, s'ensuit alors un déferlement d'invectives par médias interposés entre le président des États-Unis et l'homme le plus riche au monde. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, même, je pense, dans un film Hollywood. Dans le fascicule qui accompagne ce balado, d'ailleurs, on donne le lien vers un texte du New York Times qui rapporte tous les échanges. C'est absolument hallucinant de lire ça. On ne les reproduira pas ici, mais franchement, là, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, même dans les scénarios les plus délirants. Le président en vient à évoquer l'idée que le moyen le plus simple d'économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait de mettre fin aux subventions et contrats gouvernementaux d'Elon Musk. Écrit-il sur son réseau Truth Social en ajoutant « J'ai toujours été surpris que Biden ne l'ait pas déjà fait ». Au total, le gouvernement fédéral a attribué près de 18 milliards de dollars de contrats à SpaceX au cours de la dernière décennie, dont 3,8 milliards de dollars au cours de 2024, ce qui ferait de SpaceX l'un des plus importants bénéficiaires de contrats fédéraux. Musk ne tarde pas à réagir quelques heures plus tard en disant « Si le gouvernement américain songe à mettre fin à mes contrats, moi, je vais envisager de décommissionner immédiatement mes vaisseaux Dragon. » En fait, sur le coup, on se demande, est-ce que Musk songe à clouer au sol les vaisseaux cargo Dragon qui alimentent la station spatiale et les vaisseaux Crew Dragon qui permettent de transporter l'équipage vers la station spatiale internationale? Si oui, on assisterait alors à la fin presque immédiate de l'occupation de la station spatiale par des astronautes américains et occidentaux. On serait peut-être même à la fin de la programme de la station spatiale, ce que personne, évidemment, n'avait jamais vu. Mais heureusement, 5 heures plus tard, Musk se réavise, suivant le bon conseil de l'un de ses lecteurs X qui lui avait conseillé de
de prendre un peu de recul, de prendre quelques jours de repos, ce qui fait que Musk déclare, dit, ouais, à bien y penser, là, on ne décommissionnera pas nos vaisseaux Dragon. Mais le mal était déjà fait. En menaçant de mettre fin abruptement à un contrat gouvernemental, Musk fait ressortir les risques qu'encourent le Pentagone et la NASA face au monopole exercé par SpaceX. Voilà que le gouvernement des États-Unis se trouve à la merci des sautes d'humeur d'un seul homme. D'ailleurs, le Wall Street Journal révèle que quelques jours seulement après que le président Trump ait évoqué la possibilité de rompre ses liens avec les entreprises d'Elon Musk, son administration a lancé un examen des contrats de SpaceX avec le gouvernement fédéral. Cet examen avait pour but d'identifier de potentiels gaspillages dans ces contrats de plusieurs milliards de dollars, mais les responsables de cette évaluation ont conclu qu'on ne pouvait pas supprimer la plupart de ces contrats puisqu'ils sont essentiels aux activités du Pentagone et de la NASA. Cette évaluation a fait donc ressortir la domination de SpaceX en matière de lancement et d'accès à Internet par satellite. Tout compte fait, on ne s'explique toujours pas pourquoi Trump a annulé à la dernière minute la nomination de Jared Isaacman. En fait, ce revirement a surpris tout le monde et a déçu aussi tout le monde parce qu'on considérait que Isaacman, qui est un entrepreneur et en même temps un aventurier, possédait pas mal les qualificatifs pour remettre la NASA sur son pied. C'était un entrepreneur donc auquel on avait confiance. Malheureusement, le retrait de sa nomination prive la NASA d'une direction en ces temps plutôt troubles. Isaacman racontera plus tard qu'il a été informé par la Maison-Blanche quelques heures seulement après le départ de Musk du bureau ovale. J'ai reçu un appel vendredi dernier m'informant que le président avait décidé de changer de cap, raconte-t-il, mais sans qu'on lui donne la moindre explication. C'était vraiment décevant, commente-t-il. Il suppose avoir perdu sa nomination en raison de ses liens avec Elon Musk. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une coïncidence. Certains avaient des comptes à régler, je suppose, et j'étais une cible visible et de choix. Bizarrement, Trump évoque qu'il aurait été inapproprié qu'un proche de Musk soit placé à la tête de la NASA. Il réitère aussi qu'il a été surpris de découvrir que Isaacman serait un contributeur important au Parti démocrate. Ce qu'on savait évidemment en fait, je ne dirais pas que c'est un contributeur important, mais qui a contribué au Parti démocrate, on le savait. Et là, Trump insiste en disant qu'il aurait été inapproprié qu'un proche d'Elon Musk soit placé à la tête de la NASA qui joue un rôle si important dans la vie d'Elon. C'est quand même surprenant que c'était des questions qu'on se posait depuis des mois lorsque cette nomination a été avancée. C'est quand même surprenant que Trump, soudainement, vienne de réaliser tout ceci. C'est quand même fou, Claude, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des querelles de cours d'école pour des gens avec autant de responsabilités, autant de pouvoir. Absolument. D'ailleurs, ce qu'on observe chez Trump, c'est l'improvisation totale, irréfléchie dans tous les autres dossiers. Et ce qu'on documente là, ça illustre un peu tout ce qu'est l'administration Trump. Quand je dis que le spatial illustre ce qui se passe sur Terre, c'est un bel exemple de comment fonctionne Trump. Un jour, il change d'idée sans qu'on comprenne pourquoi, supposément parce qu'il venait de découvrir des faits que tout le monde connaissait, là, qui ont été mis de l'avant. On en parle d'ailleurs dans les 2 précédents balados sur l'actualité. On savait tout ça et soudainement, Trump, c'est comme si un matin, il s'est levé puis il a réalisé quelque chose auquel il n'avait pas réfléchi par avant. C'est totalement n'importe quoi, Donald Trump. Et Isaacman a répliqué sur cette affaire qu'il est relativement apolitique, puisqu'au fil des ans, il a fait des dons, on l'a dit, aux membres des 2 partis. Il précise aussi qu'il ne connaît Elon que professionnellement, mais puisqu'il a effectué 2 vols dans l'espace à bord des vaisseaux SpaceX, il a une connaissance indirecte de ce que lui et ses entreprises sont capables de faire. Autre bizarrerie de toute l'affaire, depuis l'arrivée en poste de Trump, la NASA a été dirigée par intérim par Janet Petro, directrice du Kennedy Space Center. Comme nous le rapportons dans le balado 155, celle-ci appliquait à la lettre les directives du président en attendant qu'Isaacman prenne les rênes. Or, pour épaissir encore un peu plus le mystère entourant la direction de la NASA, le 9 juillet, Trump décide de remplacer Petro par Shane Duffy, qui est l'administrateur du ministère des Transports.
Et donc, celui-ci va remplir 2 fonctions en même temps, c'est-à-dire diriger le ministère des Transports des États-Unis et la NASA, qui sont 2 fonctions très, très accaparantes. Personne ne comprend pourquoi, soudainement, Trump décide de remplacer la personne qui assumait la direction de la NASA par intérim par une autre personne intérimaire. On ne comprend pas encore là pourquoi Trump fonctionne de même. On se rappelle aussi que lors de son premier mandat, Trump avait pris 1 année et demie avant de placer quelqu'un à la tête de la NASA. Est-ce que l'histoire va se reproduire à nouveau? Est-ce qu'on était sur le point d'avoir un nouvel administrateur et là, tout le processus est à recommencer et ça va prendre encore combien de mois? Encore 1 année? C'est vraiment n'importe quoi, l'administration Trump. Conclusion, et si la Chine supplantait les États-Unis? Voilà où nous en sommes au début de l'été. Début juillet, les 2 chambres du Congrès adoptent le fameux projet de loi One Big Beautiful Bill que promulgue immédiatement le président Trump le 4 juillet. Et en réaction, Elon Musk annonce la création d'un parti politique pour s'opposer aux républicains. Ça va bien aux États-Unis. Oui. Entre-temps, le Congrès doit adopter le budget des dépenses fédérales pour l'année 2026. Les 2 chambres du Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat, ont entériné sans trop de problèmes les dépenses militaires faramineuses dont on a parlé un peu plus tôt, là, qui ont été augmentées de façon substantielle. Et elles semblent aussi, par contre, s'opposer aux coupures que propose l'administration Trump au budget de la NASA. Les 2 chambres du Congrès semblent rétablir le budget de la NASA tel qu'il était en 2025. Ça voudrait dire que le programme Artemis, le programme ISS, les autres programmes scientifiques se poursuivraient normalement. Le problème, c'est que là, on ne sait plus trop à quoi s'en tenir, surtout si j'étais un pays associé à un de ces programmes-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de préparer ma collaboration, d'investir des dizaines, voire des centaines de millions de dollars dans un projet qui pourrait être annulé n'importe quand par l'administration Trump ou par le Congrès? Est-ce que je prends mes propres décisions? Que faire? En fait, comme le disait notre premier ministre canadien, puis je pense qu'il n'est pas le seul à le dire, mais les Américains sont désormais devenus un partenaire sur lequel on ne peut plus se fier. Les Américains ne sont plus fiables. C'est hélas le cas. Ce qui fait que dans le domaine spatial, comme dans tout autre domaine d'activité, on se demande quoi faire. Est-ce qu'on attend après les Américains? Est-ce qu'on prend nos propres décisions? C'est vraiment le chaos à l'échelle de la planète dans toute participation. Mais je pense entre autres aux gestionnaires des programmes spatiaux canadiens et européens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de faire comme si de rien n'était en espérant que finalement le projet va se réaliser ou au contraire, on décide de réduire nos dépenses en ne dépensant pas inutilement des sommes à des projets qui ne seront pas menés à terme. C'est vraiment le chaos actuellement dans le domaine spatial, comme c'est dans à peu près tout le reste à l'échelle de la planète. De son côté, la Chine ne demeure pas inactive, loin de là. Elle se classe déjà au 2e rang en termes d'activité spatiale, derrière les États-Unis et loin devant tous les autres, Russie, Europe, etc. Et si on exclut les lancements des satellites Starlink par et pour SpaceX, la Chine se classerait même au 1er rang. Elle s'apprête d'ailleurs à concurrencer sérieusement l'entreprise d'Elon Musk. Ainsi, elle déploie actuellement 2 constellations de satellites qui offrent les mêmes services que les Starlink. En parallèle, une bonne demi-douzaine d'entreprises chinoises développent des lanceurs qui, un jour, livreront bataille au Falcon 9. La Chine offrira même sous peu de nouveaux services spatiaux, dont le téléguidage des automobiles par satellite, des satellites quantiques et divers services de communication à très haut débit. C'est dire que ce pays sera bientôt en mesure de fournir une puissance de frappe commerciale qui pourrait avoir des répercussions considérables sur la scène internationale dans les années 2030. La Chine fait aussi état de progrès réguliers dans ses préparatifs en vue d'envoyer des hommes sur la Lune vers 2030. De même, comme nous l'avons relaté, elle se prépare à procéder à la cueillette d'échantillons du sol de Mars, alors que le projet américano-européen MSR semble sur le point d'être abandonné. La Chine utilise d'ailleurs ses projets d'exploration de la Lune et du système solaire pour mettre en œuvre diverses ententes de collaboration internationale.
elle propose à qui le veut de contribuer à ces sondes lunaires Chang'e et planétaire Tianwen, en plus de prendre part à l'analyse des résultats des échantillons recueillis par celle-ci. C'est-à-dire que, alors que les Américains se retirent du reste du monde, se replient sur eux-mêmes, les Chinois nous proposent de participer à des aventures alléchantes qu'ils l'auraient prédit, Claude. Absolument. C'est vraiment très, très étonnant ce qui se passe. En fait, ce qu'on observe, c'est que les Chinois, eux autres, avancent, on pourrait même dire avancent à vitesse grand V, pendant que les Américains piétinent et tergiversent et que le reste du monde ne sait pas trop à quoi s'en tenir. C'est vraiment un revirement auquel on ne s'attendait vraiment pas, une situation que personne n'avait pu imaginer. Ça va d'ailleurs faire l'objet d'un éventuel balado là, que je suis en train de préparer, c'est-à-dire, franchement, les Chinois font des avancées assez surprenantes, comme on veut le voir donc dans un éventuel balado. Par contre, en attendant, d'ici 2 semaines, nous allons aborder une question qui m'est souvent posée. Pourquoi n'y a-t-il plus de navettes spatiales? Est-ce qu'un jour, on va revoir des navettes spatiales? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un programme très prometteur. Si on pense à la navette spatiale américaine, il y a eu d'autres navettes aussi. La navette Hermès au niveau des Européens, la navette Buran au niveau des Russes. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'un jour, on verra un jour des navettes spatiales revenir en service? C'est ce qu'on va aborder dans le prochain balado. En attendant, je vous réitère que je suis toujours intéressé d'apprendre à vous connaître, de vous lire. Souvent, les gens m'envoient aussi des questions qui sont souvent très stimulantes, ce qui fait que je vous invite à m'écrire à baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com. Et j'en profite pour lancer une invitation. Je prépare éventuellement un balado sur le vocabulaire spatial. Un balado où on va expliquer un peu différents termes. Si vous avez des questions à ce sujet-là, s'il y a des concepts qui vous intriguent ou s'il y a des mots dont vous ne comprenez pas exactement le sens ou vous demandez quelle est la différence entre telle et telle chose, je vous invite à m'écrire pour me proposer les questions de vocabulaire que je pourrais aborder lors de ce balado-là. Voilà qui conclut notre balado 162. Merci Claude, merci Laurent, à bientôt. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Patreon, grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle que sur Patreon, vous pouvez nous soutenir à partir de la somme que vous souhaitez, et à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados, et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si vous êtes intéressé, direction le site patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Laurent Runigo, et avec Claude Lafleur au contenu et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.